Oui, bienvenue à cette présentation sur les révisions des arrêtés sur l'aménagement du territoire pour la ville d'Edmundston. Je suis Pascal Hudon du service de développement ici à la ville, donc je suis l'urbaniste municipal. Je suis en charge aujourd'hui de vous présenter un peu les principaux changements, mais aussi l'évolution des différents documents de législation donc, qui sont applicables sur notre territoire, donc des propositions qui ont été faites au conseil municipal qui sont présentement en consultation, puis pour lesquels la population est invitée à donner ses commentaires, ses appréciations, et ça jusqu'à la troisième lecture et adoption. Ces arrêtés-là, c'est d'abord l'arrêté de zonage, l'arrêté de construction et l'arrêté de lotissement. Ces trois projets d'arrêtés-là font suite aux différentes actions de consultation qui ont eu lieu lors du processus de Imagine Edmundston, donc qui a eu lieu de 2018 à 2019, et ce qui a donc résulté en l'adoption du plan municipal d'aménagement en septembre 2019. Donc, chacun de ces arrêtés-là doit être en concordance l'un envers l'autre, c'est-à-dire que ce que un des outils dit, ben l'autre doit dire essentiellement la même chose ou du moins aller dans la même direction. Il y a aussi donc de proposer des modifications au plan des affectations, c'est-à-dire des modifications à la carte qui est reliée avec le plan municipal, puisque depuis 2019, on a quand même observé certaines modifications, certaines corrections qui doivent être apportées aux documents, encore une fois, de façon à s'assurer qu'il y ait une concordance avec l'un et l'autre des documents. Si je fais un court rappel de qu'est-ce qui s'est passé autour de la processus de Imagine Edmundston, la municipalité, le service, encore une fois, a organisé plusieurs événements au courant du printemps jusqu'à l'automne 2019 autour de la consultation sur qu'est-ce que les gens voulaient que la ville d'Edmundston devienne. Donc, on a fait vraiment plusieurs exercices de façon à essayer d'identifier une vision, d'identifier des objectifs, d'identifier vraiment une manière qu'on peut se dire que bon, dans 10 ans, voici où est-ce que nous, on souhaite, en tant que citoyen d'Edmundston, soit rendu notre ville, qu'est-ce qu'elle doit avoir l'air, qu'est-ce qu'on veut avoir comme activité et quel rôle la municipalité et aussi les citoyens doivent jouer pour atteindre ces différents objectifs-là. Ça a résulté donc en 2019 donc à l'adoption du plan municipal, qui est vraiment le document d'orientation qui établit le cadre réglementaire pour l'aménagement, mais aussi pour les investissements dans la municipalité. De ce document-là, il y avait plusieurs principes directeurs qui étaient au nombre de 10, qui servaient donc à orienter différents principes, différents énoncés de propositions, différents projets aussi qui doivent, encore une fois, aller en lien vers une vision commune du développement de notre territoire. De ça, aujourd'hui, donc, pour l'élaboration des arrêtés, on en est venu à identifier un but et 5 objectifs plus précis qui sont donc reliés avec ceux du plan d'aménagement municipal. Question de les prendre et de les rendre un peu plus facilement adaptables, du moins applicables aux citoyens, puisque c'est l'intention évidemment des arrêtés, c'est-à-dire d'être applicable, d'appliquer des principes du plan à des projets qui sont citoyens, donc des projets de construction, des projets de rénovation, des projets d'investissement des entreprises et des citoyens d'Edmundston. Le but pour nous, c'est l'encadrement plus durable dans les aménagements et dans les constructions. Ce qu'on veut dire à travers ça, c'est que depuis longtemps, on a beaucoup axé nos règles sur les constructions, c'est-à-dire sur les bâtiments, comment est-ce que les bâtiments sont installés sur les terrains, les hauteurs, les marges de recul, les ouvertures à la rue, etc. Mais on a beaucoup oublié l'aménagement, c'est-à-dire essentiellement l'autre 75% du territoire. Puis, ce 75-là est important, puis on se rend compte que c'est souvent là que les contraintes qui sont reliées à des implantations, ils font qu'il y a des impacts négatifs dans les voisinages. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'aménagement? Ça touche tout un peu l'aménagement paysager, le drainage des terrains, l'asphaltage, l'utilisation de stationnement, la plantation de verdure, la plantation d'arbres, arbustes, etc. Donc, c'est chacune de ces composantes-là qu'on ne traitait pas nécessairement beaucoup auparavant, qu'on s'est dit, bien, dorénavant, si on veut essayer d'éviter les mauvaises situations qu'on est confronté aujourd'hui, bien, qu'on devait l'affronter dans nos arrêtés. Nos 5 objectifs, donc le premier, c'est les solutions durables. Donc, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on fait en sorte que nos implantations sur le territoire se font le plus possible de concert avec la nature, donc respecter nos pentes naturelles, respecter nos cours d'eau, nos couverts végétaux. Et ensuite de ça, un des points qui était
majeur là, dans le plan d'aménagement municipal, c'était l'embellissement. Donc, c'est un point aussi qui vient toucher autant l'aménagement que les constructions. C'est bon, on parle d'arbres, de végétation, de l'apparence des bâtiments, mais aussi de distinguer les différents secteurs de notre municipalité pour s'assurer que leur qualité distinctive soit mise en valeur. Et ça, on va le retrouver dans les différentes zones qui seront définies. Le troisième, c'est la qualité des milieux de vie. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est que vraiment s'assurer que les gens, dans l'emplacement de leur résidence, de l'emplacement de leur entreprise, ils peuvent vraiment mieux être capables de savoir comment est-ce que le développement va s'orienter pour prendre les décisions les plus ou les mieux éclairées possibles. Donc, vraiment, ça aussi, en ciblant davantage les usages, on a réussi à faire ça. Et évidemment, lorsqu'on travaille sur nos rues, donc l'espace public, qui est toujours relié évidemment à l'espace privé, qui est le domaine là, qui est géré par les arrêtés, ça nous permet de le faire de concert, puis de vraiment, encore une fois, de miser sur un embellissement de notre municipalité. Le quatrième, c'est l'essor des secteurs commerciaux. On a, à travers le plan, identifié différents pôles de développement commerciaux selon l'échelle de desserte. Quelle est l'échelle de desserte? C'est par la taille ou par la nature des commerces. On sait que ces commerces-là vont s'adresser soit à une clientèle de voisinage, soit à une clientèle donc, de quartier, ou finalement une clientèle municipale, puis même une clientèle supra-régionale, donc qui dépasse un peu les frontières de la municipalité. C'est là qu'on a vraiment ciblé chacune de ces échelles-là pour question de ne pas entrer en concurrence avec l'une et l'autre, ou aussi de s'assurer de créer une espèce de dynamique qui va bien ensemble et qui fait en sorte que le développement se fait dans ces secteurs-là. Les principaux secteurs, les principaux pôles qu'on identifie sont notamment le centre-ville, sont le secteur de ce qu'on appelle le Faubourg Victoria, qui est entre les secteurs, pour ceux qui connaissent bien le territoire, donc entre Walmart et à peu près Edmundston, Kia, donc le long de l'axe de la rue Victoria, mais aussi le long du boulevard Hébert, ce qu'on appelle notre pôle d'entrée régionale, qui est vraiment l'entrée majeure principale de la municipalité, la sortie 18. Et finalement, la simplicité, l'accessibilité, la prévisibilité, ça touche beaucoup aux outils qu'on développe autour des arrêtés de zonage, donc de manière à les rendre beaucoup plus accessibles, beaucoup plus compréhensibles pour les gens qui soient en mesure de bien les assimiler eux également. Ce qui fait qu'avec les technologies, on a pu utiliser des supports cartographiques, des supports aussi textuels, donc qui rend ça beaucoup plus facile. Donc aujourd'hui, avec seulement un 2 pages, on peut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire sur notre terrain, mais aussi sur le terrain des voisins, évidemment. Le calendrier des consultations, donc, qui devrait se terminer le 1er janvier ou autour du 1er janvier par l'application de ces règlements-là. Le tout a débuté le 21 septembre par la consultation auprès du conseil. Donc, on a fait une consultation à l'interne auprès du conseil et des différents services. Le 19 octobre, on a sorti les documents publics, donc on les a rendus disponibles. Depuis ce temps-là et jusqu'au 16 novembre, puis même jusqu'évidemment à la suite du processus, on fait une consultation ciblée auprès des principaux acteurs du domaine de la construction, du domaine du développement, et on se rend disponible aussi à répondre aux questions des gens, prendre leurs commentaires et aussi expliquer chacune des propositions qui sont faites au conseil par le service de développement. Et le tout va se clore avec le 21 décembre ou autour du 21 décembre, encore une fois, avec l'adoption des arrêtés qui se fait en 3 temps, donc à travers 3 lectures du conseil. Le conseil, c'était important de se laisser suffisamment de temps de bien évaluer, de bien laisser le temps à la population de donner son point de vue, ses commentaires sur le document. Les différentes zones, donc le premier élément lorsqu'on parle d'arrêté de zonage que les gens retiennent, c'est beaucoup, c'est quoi mon zonage? Quelle est ma définition de zonage de ma propriété ou du moins la propriété que je veux acheter? Donc, on a refait les différentes désignations, quand même en suivant beaucoup ce qui était déjà présent sur le territoire, mais aussi en essayant de les distinguer, de s'assurer que, qu'est-ce qu'on trouve dans un milieu de vie unifamilial? On peut s'attendre exactement que ça va être de l'unifamilial. Donc, si je m'achète une maison dans un secteur qui est zoné R1, je m'attends à avoir une maison unifamiliale, le fameux bungalow type, détaché, sur son propre terrain. Ça va être différent de ce que je vais retrouver dans du R3, où j'ai une densification, où je vais être plus près des services, où je vais avoir peut-être un voisinage un peu plus restreint, une maison en rangée, par exemple. Donc, c'est vraiment
des types de milieux de vie qui sont distincts. Puis on a repris aussi justement cette même logique-là dans le domaine commercial et dans le domaine industriel. Chacun de ces zones-là donc sont disponibles à travers le site web de la municipalité lorsqu'on va sur l'onglet de Réalise Edmundston, donc sur la page principale, on peut aller consulter une carte qui nous explique justement l'ensemble des nouvelles zones, puis même justement de spécifiquement cliquer sur des parcelles et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut y faire. Dans les usages, on a fait une nouvelle classification aussi en groupes et sous-groupes. On voulait vraiment simplifier la désignation par les zones, puis aussi mieux gérer les impacts, vraiment en distinguant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on a beaucoup ajouté de différentes définitions, puis vraiment bien ciblé où est-ce qu'on peut faire ces différents éléments-là. Donc, cette distinction par sous-groupe-là est beaucoup présente dans l'aspect commercial. Comme on a mentionné plus tôt, l'aspect des différentes clientèles, des différentes dessertes, puis vraiment de créer un maillage commercial complémentaire et pas compétitif qui fait en sorte que la proximité d'un usage par rapport à un autre fait en sorte que ça coupe des opportunités de développement. Donc, c'est vraiment essayer de cibler les choses qui se ressemblaient ensemble pour vraiment établir des conditions d'implantation aussi qui les rendaient acceptables dans les différents milieux de vie. Comment est-ce qu'on le fait aussi? On a ajouté une distinction entre des usages principaux, secondaires et conditionnels. Ça donne un peu une idée d'un échelonnage des niveaux de contrôle qui s'offrent à la municipalité lorsqu'on propose un nouvel usage, puis aussi lorsque il y a quelqu'un dans notre voisinage qui le propose aussi. Un usage principal, donc c'est des usages qui sont permis d'emblée, donc on pense à une habitation par exemple. Les usages que je vous ai mis à l'écran, c'est des usages dans le secteur du centre-ville, donc c'est permis sans condition, sans outre le respect des différentes normes, d'établir une habitation ou des services courants qui sont, mais tout ce qu'on peut faire quotidiennement, que ce soit un dépanneur, que ce soit un salon de coiffure ou de la restauration ou un café, par exemple. Mais si je prends l'usage secondaire, mais pour être présent à l'usage secondaire, il doit nécessairement qu'il y ait un usage principal qui soit sur le lieu. Donc, vous voyez, c'est un gîte touristique, donc un fameux bed and breakfast. Ce ne serait pas permis d'avoir justement seulement un élément habitation, c'est-à-dire hébergement ou hôtel, sans qu'il y ait la résidence, parce que c'est la nature même de cet usage-là. C'est la même chose, encore une fois, encore de façon plus restrictive par rapport à un parc de stationnement. On comprend que lorsqu'on installe un usage principal sur un terrain, c'est normal et souhaitable qu'il y ait du stationnement d'aménager. Par contre, qu'il y ait seulement un stationnement, donc que le stationnement soit l'usage principal, c'est rare que les endroits intéressants, vivants, stimulants, sont des stationnements. Ça prend davantage des activités justement économiquement stimulantes, intéressantes. Puis le stationnement, il vient accessoirement à ça. Il vient en deuxième. Donc, ce qui fait que si quelqu'un au centre-ville, dorénavant, voulait prendre un terrain vacant, donc sans usage, y installer un parc de stationnement, il devrait nécessairement obtenir l'accord du comité consultatif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement que l'usage n'est pas permis, mais c'est la manière que cet usage-là peut être permis dans le secteur. Si je résume aussi relativement aux usages que ce qu'on a ajouté, on a notamment permis dans les secteurs ruraux la garde de chevaux sur des terrains avec un terrain quand même assez grand, un minimum de 3 heures, un terrain quand même de grande dimension. C'est des demandes qu'on a relativement souvent dans un secteur rural, qui faisait qu'il fallait, je pense, faire évoluer notre arrêté sur l'agriculture urbaine, mais aussi sur l'espace rural, puis sur les animaux domestiques. Donc, c'est quelque chose qu'on a ajouté à notre arrêté. On a aussi ajouté la possibilité des pavillons jardins. Pavillon jardin, c'est pour ceux et celles qui envisagent de construire une deuxième résidence détachée à leur maison, mais pour un proche aidant, par exemple, pour quelqu'un qui est relié à la famille, donc belle-mère, beau-père, père, mère, etc. Donc, sur ce terrain-là, on a vraiment prévu des normes, des exigences pour une pratique qui est quand même de plus en plus commune. Et évidemment, encore une fois, la section sur l'agriculture urbaine qui touche notamment pour les poules pondeuses. Donc, on suit un peu la tendance générale, donc de permettre cet usage-là, encore une fois, selon certains types de conditions. Donc, je mentionnais que par rapport à la lisibilité, l'accessibilité, la simplicité de notre outil, on a créé ce qu'on appelle les fiches de spécification. Donc, quand on clique sur un zonage, donc là, ici, encore une fois, on a le zonage C1 urbain qui correspond essentiellement à notre centre-ville. Donc, on a en 2 pages et demie pour celui-là, l'essentiel des règles
de comment est-ce qu'on peut croire que le secteur va se développer. Donc, l'objet nous dit un peu là, comment est-ce qu'on peut s'attendre que cette zone-là va être développée. Donc, on mentionne notamment qu'on profite et on encadre les bâtiments des services collectifs et institutionnels identitaires de la ville. Donc, ce que ça résume, ça dit que le centre-ville, il est fort de ces institutions. Donc, que ce soit la basilique Immaculée Conception, que ce soit l'hôtel de ville, que ce soit le poste de police, c'est tout autour de ça qu'on crée un maillage intéressant. Suite à ça, on a les usages. Donc, les usages qui sont séparés, comme je l'ai mentionné tantôt, en principal, secondaire et conditionnel. Les différentes règles d'usage qui nous disent notamment dans ce contexte-là qu'on doit être relié au réseau d'eau et d'égout. Qu'est-ce qu'on peut faire au rez-de-chaussée dans le centre-ville? Suite à ça, on a les normes de lotissement, donc les grandeurs minimales et maximales de terrain, la façade minimale aussi. Ce qui fait que lorsqu'on a un terrain, on peut vraiment savoir, comment est-ce que je peux me construire, à quelle distance, puis à quelle dimension aussi je dois le faire. Les densités, donc le coefficient d'emprise au sol, c'est le ratio qui correspond à les surfaces construites par rapport à la surface totale du terrain. Donc, si j'ai une maison, si je vais vite, là, mais mettons que j'ai une maison de 1200 pieds carrés sur un terrain de 10 000 pieds carrés, mon coefficient d'emprise au sol est de 0,12, par exemple. Et le nombre de logements par hectare aussi, qui fait qu'en sorte qu'on s'attend, lorsqu'on choisit un quartier, on s'attend, on sait que la densité va ressembler à ça, qu'on n'aura pas nécessairement des voisins plus proches que qu'est-ce qu'on peut nécessairement s'attendre, si on veut résumer ça. Les différents bâtiments principaux, donc on a justement les implantations, les marges de retrait qui sont pas mal semblables à ce qu'on avait auparavant, donc le fameux 25 pieds des marges avant, 4 pieds des marges latérales. Les différentes hauteurs qu'on a simplifiées dans leur définition, donc on est vraiment y aller simplement par étage au lieu d'y aller par mètre, parce que des fois c'est très très difficile, dépendamment des pentes de toit, de la façon de le construire, de le définir. Suite à ça, on a les normes de conception architecturale. Donc, on a le service croît, puis il y a beaucoup incité auprès du conseil. Puis le conseil aussi partage un peu cette vision-là que si on souhaite avoir, donc, créer des nouveaux bâtiments identitaires, créer des bâtiments intéressants, mais il faut aussi orienter un peu la manière que nos bâtiments ils s'installent. Comment est-ce qu'on le fait? Bien, justement, un peu avec l'espèce de l'architecture, donc le langage architectural, la relation avec la rue. Dans un contexte commercial, on le fait aussi avec les ouvertures à la rue. Donc, on veut s'assurer que les bâtiments commerciaux qui s'installent aient la capacité d'avoir une vitrine. Donc, c'est comme ça qu'on est dans des secteurs où les gens circulent à pied devant nos vitrines. Bien, c'est important de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur si on veut attirer cette personne-là à l'intérieur, si on veut qu'elle rentre dans notre magasin, mais il faut qu'elle soit capable de voir à l'intérieur, puis pas qu'elle se sente un peu mise à part parce qu'on a des vitrines qui sont complètement opaques. Donc, c'est ce type de réglementation-là aussi qu'on ajuste. On a considéré aussi la règlementation par des types de revêtements extérieurs, ce qui fait que auparavant, dans une récente version du règlement, on légiférait sur les revêtements extérieurs sur des nouvelles constructions résidentielles. Ce côté-là, il a été mis de côté. Pourquoi? Puis il va probablement être peut-être traité de façon un peu plus avec des incitatifs de construction, mais on s'est dit que la pratique actuelle des gens allait déjà dans un sens d'utiliser des matériaux durables, des matériaux de qualité. Puis on veut continuer à encourager les gens à prendre conscience de l'importance de miser sur justement une architecture intéressante, de miser sur des plans effectués par des professionnels, des bâtiments qui s'intègrent bien à la nature même des secteurs dans lesquels ils sont. Donc, c'est vraiment une pédagogie qu'on veut, un dialogue qu'on veut entamer avec la population d'Edmundston pour leur montrer que lorsqu'on voyage, lorsqu'on voit des secteurs intéressants et joli, c'est rarement par hasard, c'est presque tout le temps parce qu'il y a une réglementation derrière qui a été définie par une vision de développement qu'on sait que voici vers quoi qui distingue notre communauté, voici qu'est-ce qui la met en valeur, puis comment est-ce que nous on veut qu'elle se développe aussi. Puis c'est souvent ces secteurs-là qu'on va visiter, que je pense au Vieux-Québec, que je pense à des villes comme Baie-Saint-Paul, par exemple, aussi, ou Tadoussac, ou l'île-de-la-Madeleine, où la construction est très, très encadrée, l'apparence aussi, puis ça donne des résultats quand même intéressants. Mais ici, on veut vraiment franchir le premier pas, donc entamer, puis vraiment y aller pédagogiquement sur l'importance de l'architecture.
Côté développement et lotissement, donc on a changé un peu nos normes minimales de rue pour les gens qui ont suivi un peu les travaux de réalise. On travaille beaucoup sur la géométrie de rue pour s'assurer que les rues soient des outils de gestion de la qualité de vie. Donc, on pense à réduire les vitesses, améliorer l'accessibilité aux piétons, aux cyclistes, de façon sécuritaire, puis aussi d'augmenter le verdissement. Donc ça se fait beaucoup par le rétrécissement des chaussées, puis justement par le verdissement, par changer un peu les géométries, et ça, on l'a ajouté dans notre règlement de lotissement. On mise aussi beaucoup sur un aspect des plans de drainage et de nivellement, c'est-à-dire qu'on veut être un peu plus proactif sur de la manière que les terrains sont aménagés, donc pour s'assurer que la gestion des eaux de surface ne crée pas de contraintes sur les voisins, mais aussi sur les infrastructures municipales de façon à ne pas les surtaxer. Les droits donc, qui sont reliés au lotissement sont relativement les mêmes qu'ils étaient auparavant. Donc, c'est 200 $ pour un plan de lotissement. C'est 500 lorsqu'il y a une nouvelle rue, donc lorsqu'il y a un accord de lotissement qui est requis. Évidemment, parce qu'il y a plus d'informations qui est demandée, il y a plus de travail fait par les employés municipaux. Donc, c'est de façon à reconnaître cette réalité-là. En ce qui a trait ensuite la construction, on a mis à jour en fonction des modifications provinciales. Donc, les arrêtés sur construction sont plus gérés par la loi sur l'urbanisme, mais par la loi sur la sécurité publique. On n'ira pas plus en détail là-dessus, mais ça change un peu là, donc la responsabilité municipale en ce qui a trait. Fait qu'on fait ces modifications-là qui sont quand même cosmétiques, là, mais qui sont importantes quand même. Les droits restent les mêmes. On reste avec le 5 $ par tranche de 1 000 $ qui est le plus bas là, dans l'ensemble des cités au Nouveau-Brunswick. Donc, on est quand même très, très bas de ce côté-là. On fixe, notamment pour les piscines, on simplifie ça aussi. On a mis un flat rate là, de 50 $ là, sur l'aménagement des piscines. On ajoute aussi, par contre, un dépôt remboursable, c'est-à-dire qu'on veut vraiment s'assurer que du début à la fin d'une construction, que le service d'inspection ait accès au bon moment au chantier. Puis pour ça, ça nous permet d'appuyer les citoyens dans le suivi auprès des contracteurs, auprès des constructeurs pour s'assurer notamment que les inspections finales sont faites. Donc, au moment que le permis est émis, il y a un dépôt remboursable qui est demandé selon l'ampleur des travaux. Puis, il y a un remboursement qui est total du moment que toutes les inspections ont pu être faites, donc du moment qu'il y a une bonne communication qui a permis donc à nos inspecteurs de faire le travail pour lesquels le permis de construction les rémunère de façon vraiment à établir vraiment une bonne collaboration avec les contracteurs aussi. Côté normes, disposition d'aménagement, donc en environnement, on a vraiment, je mentionnais tantôt, parlé du drainage des eaux de surface et aussi dans l'élèvement de la couche végétale. On a ajouté des distances limitatives par rapport au cours d'eau, ce qui avait été enlevé dans le passé. On traitera différemment aussi l'accès, les stationnements, les chargements, notamment sur les accès, donc vraiment l'accès à la rue, s'assurer qu'on n'ait pas... de façon à renforcer justement là, les déplacements piétonniers, puis de sécuriser aussi certaines artères. Il n'est pas souhaitable d'avoir des entrées charretières là, qui font 150, 200 pieds là, en avant des rues. Donc, on veut vraiment essayer des contraintes sur les distances maximales, qu'il y ait seulement qu'une entrée à la rue. Donc, on diminue justement les possibilités qu'il y ait des accrochages avec les piétons. Donc, on sécurise encore une fois nos artères de cette façon-là. Les normes de stationnement, on les rajuste en fonction de leur conception. C'est-à-dire qu'avant, on légiférait de manière des nombres de stationnement. On disait que, je ne sais pas, moi, si j'installe un commerce de vente au détail, donc de chaussures, je dois avoir un espace de stationnement par 400 pieds carrés de surface. On constate que ce n'est pas nécessairement le rôle de la municipalité de définir combien de stationnement est nécessaire à la poursuite de mon entreprise. Pour la municipalité, ce qui est important, c'est la qualité de cet aménagement-là, de comment est-ce que le stationnement est aménagé. Donc, s'assurer que cet stationnement-là est sécuritaire. Donc, quand on y circule, qu'on ne risque pas de se faire frapper parce qu'on veut essayer d'accéder au magasin, qu'il est verdi, que de l'arbre qui ne devient pas un îlot de chaleur aussi, puis qui ne devient pas non plus une contrainte à la gestion des eaux de surface des infrastructures municipales. On ajoute aussi des normes par rapport aux aires paysagers. Donc, on veut vraiment, encore une fois, suite à la volonté de la population d'embellir, de verdir la municipalité. Donc, nous, on le fait déjà lorsqu'on réaménage nos rues. On va demander aussi, lorsqu'il y a des nouvelles constructions, de vraiment s'assurer qu'il y ait une section où on peut stationner, où on peut asphalter,
mais aussi une autre section sur un terrain où on peut vraiment verdir, y ajouter des arbustes, des arbres, qui sont vraiment d'améliorer encore une fois l'esthétisme de notre ville. J'ai parlé tout à l'heure de la conception architecturale. Vraiment, on a ajouté justement le contrôle sur les bâtiments sans revêtement, donc il est vraiment essentiel quand même que les bâtiments qu'on installe aient un revêtement extérieur. Pour ce qui est de leur nature, on l'a laissé de côté, mais on a quand même renforcé les normes minimales qu'il faut s'assurer que quelqu'un ait un siding sur son bâtiment. Puis aussi, c'est à noter que lorsqu'on parle d'architecture, c'est un peu plus qualitatif. Il y a de l'appréciation là-dedans. C'est pas nécessairement facile de dire, OK, c'est pas parce que c'est beau, c'est pas parce que c'est pas beau. Il y a vraiment des qualités intrinsèques qui font en sorte que la beauté, c'est pas nécessairement facile, puis c'est des normes qualitatives comme ça. On a recours avec le comité consultatif en urbanisme à cet égard-là pour s'assurer de bien gérer des normes de la sorte. Parce qu'on ne peut pas les mesurer, c'est pas comme si on fait prendre un galon mesuré lorsque c'est une question d'architecture, puisque c'est beaucoup de l'appréciation. Donc, chacune des normes de conception architecturale, il y a un droit de regard qui est accordé au comité consultatif en urbanisme. C'est bon de le rappeler quand même, parce que ça nous permet vraiment d'envisager des solutions, des situations vraiment intéressantes pour s'assurer que les projets sont le plus trippants possible. Les bâtiments principaux, donc, on a réduit d'un peu les aires de plancher habitables, donc s'assurer un peu, là, avec le vieillissement, on a tendance un peu à rapetisser certaines maisons unifamiliales, donc on a respecté ça. On a ajouté un ratio entre les garages et l'espace habitable aussi, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des implantations qui sont moins bien intégrées dans le paysage résidentiel. On a aussi une nouvelle section pour les mini-maisons, donc éventuellement, si un développeur veut faire un secteur de mini-maisons, de tiny homes, bien, ça sera permis et possible de faire. Les bâtiments accessoires, on a gardé essentiellement les mêmes normes qu'on avait auparavant par rapport aux superficies, donc qui sont la plus des normes entre soit 900 pieds carrés, soit 8 du terrain ou soit 75 de la construction principale. Mais on a ajouté aussi un minimum par lot. Donc, il y a 3 bâtiments accessoires maximum par terrain et aussi une superficie maximale pour l'ensemble des terrains. Et pour les piscines, on a simplifié nos exigences aussi. Puis aussi, on a établi une superficie maximale pour les abris d'auto hivernales qui sont toujours permis là, dans les cours arrière et latérales à longueur d'année. Finalement, pour ce qui est de l'affichage, donc l'affichage commercial est quand même très important là, dans un contexte justement d'embellissement. C'est souvent, et d'essor commercial, c'est beaucoup c'est le support le plus important là, mis à part le bâtiment, bien entendu, mais c'est souvent la première discussion, la première communication là, entre un commerce puis le client. Puis trop souvent, on a cette communication-là souffre d'un trop plein d'informations, donc une espèce de forme de pollution visuelle qui fait en sorte que lorsqu'on met trop d'informations, c'est comme passer. Puis là, on nuit à cette capacité-là de communication entre justement l'usage implanté puis sa clientèle. Donc, on veut vraiment essayer de miser justement là-dessus sur le message, donc de simplifier le message des enseignes, pour vraiment qu'on mise sur une qualité d'enseigne, une qualité de logo, une qualité de l'appellation qui devrait faire en sorte qu'on n'a pas besoin de mettre notre liste d'épicerie, puis on n'a pas non plus besoin de mettre notre numéro de téléphone, puis encore moins notre adresse. Lorsqu'on met une affiche commerciale, c'est bon de rappeler que ce n'est pas une carte d'affaires, c'est vraiment une affiche commerciale, puis ça répond à des critères qui devraient être précis pour s'assurer de leur efficacité, puisqu'on met beaucoup de sous là, en tant qu'entrepreneur à cet égard-là. On va ajouter aussi des contrôles sur les messages électroniques, ce qu'on n'avait pas dans le passé aussi. Évidemment, on suit là, les normes du domaine à cet égard-là, donc vraiment s'assurer que ça ne crée pas de nuisances dans les secteurs où ils sont implantés. Puis aussi, on a augmenté les différentes superficies dans le secteur industriel là, pour vraiment être conforme à ce qu'on fait. Les bâtiments étant plus loin de la rue, c'est normal là, qu'on ait droit un peu plus grand qu'à d'autres secteurs. Deux dernières diapositives. Donc, je rappelle la consultation publique. Donc, elle peut se faire de plusieurs façons. Donc, par rapport au temps, c'est jusqu'à l'adoption des arrêtés là, que les gens peuvent faire leurs commentaires. Donc, ils vont pouvoir le faire en ligne suite à cette vidéo-là, ou ils peuvent le faire par courriel, où ce qu'on va recevoir les commentaires aussi. Le 16 novembre, il y a une réunion publique du conseil municipal qui est prévue uniquement pour recevoir ces commentaires-là. Si les gens ont à en faire ou ils veulent venir faire une présentation devant le conseil, les gens sont bienvenus. On va continuer à faire des consultations ciblées aussi auprès des intervenants jusqu'à cette adoption-là aussi. Et encore une fois, on est toujours disponible pour courriel, téléphone et poste. Donc, les documents sont disponibles sur le site web de la municipalité au edmundson.ca. Ils peuvent rejoindre les services de développement au 739-2125
ou sinon par courriel au service comme tel à développement@edmundson.ca ou moi personnellement, donc au pascal.hudon@edmundson.ca. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous invite justement à aller remplir le petit sondage qui vous demande de réagir en fonction des 5 objectifs, de voir un peu qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit dans ces arrêtés-là aussi. Puis, si vous avez des commentaires plus précis, elles sont bienvenues et même attendues. Question qu'on ait le meilleur outil possible pour toute la population. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.